C'est de cette manière que la musique parvient à notre cerveau. Mais comment et dans quel but peut-elle le perturber? Ce sujet d'étude remonte en réalité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des chercheurs américains ont découvert l'efficacité des perturbations sonores en termes de manipulation psychologique, à défaut des sentences physiques. Ces techniques ont notamment été expérimentées dans les années 70 sur les prisonniers de l'IRA. Les doses d'idosaures s'inspirent globalement du même type de musique que celui présumé utilisé à la suite de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les musiques basées sur les battements binauraux. Idosaur n'existe cependant que depuis quelques années. Créé en 2005 par Nick Ashton, représentant à Genève de l'Association d'informatique et de communication industrielle, la CCIA, ce logiciel propose plusieurs sortes de doses sonores, ayant chacune des effets différents sur le cerveau humain. Certaines provoqueraient des hallucinations, d'autres un effet de transe, ou voire même dans certains cas une impression d'angoisse. Ces doses portent même le nom de certaines drogues populaires, telles que cocaïne, marijuana ou encore héroïne. On peut donc les qualifier de drogues musicales ou encore digitales, puisqu'elles sont toutes sous un format musical et numérique. Pour mieux comprendre ce qu'est Idosaur et son lien avec le principe des battements binauraux, nous sommes allés à la rencontre de Mademoiselle Martin, qui a étudié ce phénomène. Donc pour perturber le cerveau humain, les doses musicales de Idosaur, elles vont utiliser une combinaison spécifique entre deux sons qu'on va appeler les battements binauraux. Donc il faut savoir que ce principe des battements binauraux n'est absolument pas récent, puisqu'il a déjà été découvert en 1839 par le scientifique Heinrich Wilhelm Dove. Donc le principe de ces battements binauraux, c'est que deux sons, à deux fréquences différentes, sont envoyés séparément dans chacune des oreilles. Donc au début de l'expérience, le sujet il va entendre l'oscillation entre ces deux sons. Sauf qu'à un moment, le cerveau il va vouloir accommoder, c'est-à-dire qu'il va créer à partir de ces deux sons un troisième son, avec une troisième fréquence. Donc pour créer ce son, il va faire travailler en réalité l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau en même temps, simultanément. Ce qui normalement n'est absolument pas inscrit dans le schéma du système auditif. Donc c'est le fait de vouloir créer une troisième onde et de vouloir faire travailler ces deux hémisphères en même temps qui va venir perturber le cerveau et qui va être à l'origine des effets qu'on ressent lorsqu'on écoute une dose de Idosaur. Donc pour bien comprendre ce que sont les battements binauraux, il faut d'abord comprendre ce que sont les ondes sonores et comment est-ce qu'on peut les caractériser. Donc une onde sonore, elle se définit par la propagation d'une perturbation de l'air qui va être due à des dilatations et à des compressions des particules de l'air et qui vont se propager depuis la source jusqu'au récepteur. Donc en fait, la source sonore va émettre une onde sonore qui va venir perturber les particules de l'air. Et successivement, ces particules, elles vont venir se comprimer dans un même espace, ce qui va correspondre à la compression des particules de l'air, puis ensuite elles vont s'écarter, ce qui va caractériser la dilatation de l'air. Une des caractéristiques majeures des ondes sonores, c'est la fréquence. Puisque la fréquence, qui on exprime en Hertz ou en seconde moins 1, elle permet de définir si une onde va être audible ou non par l'homme. Puisque les ondes sonores qui sont audibles par l'homme sont situées entre 20 Hz et 20 kHz, ou 20 000 Hz. Il existe d'autres ondes qui sont appelées les infrasons, en dessous de 20 Hz, ou les ultrasons, au-dessus de 20 kHz, mais ces ondes ne sont pas audibles par l'homme. Les ondes sonores, elles peuvent aussi être caractérisées par des signaux sinusoïdaux qui vont venir regrouper toutes les caractéristiques de l'onde sonore et également les caractéristiques du son qui va être émis. Donc dans un premier temps, sur ce genre de signal, on peut observer la période de l'onde sonore, qu'on va également appeler la longueur d'onde et lambda. Cette période, elle va correspondre à la durée entre deux crêtes successives du signal. On a également sur ce genre de signal l'amplitude ou la sonie du son, qui va être décrit en décibels et qui, elle, va correspondre à la hauteur du son, également au volume du son qui va être émis. Et enfin, sur ce genre de graphique, on retrouve également la fréquence, ou la tonie du son, qui va venir correspondre à la vitesse d'oscillation du signal. Donc plus la vitesse sera importante, plus en quelque sorte les vagues du signal vont être rapprochées, et plus le son sera également aigu. Et inversement, plus la fréquence sera faible, plus les vagues d'oscillation vont être écartées, et plus le son va être grave. Et de la même manière, avec l'amplitude,
plus l'amplitude va être importante, plus le volume sonore va être fort, et plus l'amplitude sera faible, moins le volume sonore sera important. Donc pour en revenir aux battements binauraux de Idoser, les sons qui sont utilisés par ces battements sont également des sons sinusoïdaux, mais qui cette fois-ci vont être sans harmonie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fond musical qui va les accompagner. Et comme je l'ai dit précédemment, ils vont être de fréquences légèrement différentes. Donc il y a quelques règles à respecter pourtant, pour que ces battements binauraux aient leurs effets. C'est dans un premier temps que les différentes fréquences qui sont reçues par le sujet ne doivent pas dépasser 1500 Hz. Et ensuite, la différence entre ces deux fréquences, donc la soustraction entre la fréquence reçue à droite et celle reçue à gauche, ne doit pas dépasser 35 Hz. Donc, lorsque le cerveau reçoit deux sons de deux fréquences différentes, il va vouloir en quelque sorte rétablir la différence qu'il y a entre ces deux sons. Et en réalité, il va adopter le rythme de la différence entre ces deux sons, donc la différence entre les deux fréquences de ces sons. Donc par exemple, si à droite, un sujet reçoit un son qui a une fréquence de 210 Hz, et à gauche un son qui a une fréquence de 200 Hz. Le troisième son que le cerveau va créer va avoir la différence entre ces deux fréquences, donc il va avoir une fréquence de 10 Hz. Et ça va être le son que le sujet va entendre lors de l'écoute de la dose de Idoser. Donc ce phénomène, il est appelé la réponse d'adoption de la fréquence, ou également la synchronisation des ondes cérébrales. Et encore une fois, ici, Idoser n'a absolument rien inventé, puisque ce sujet, cette réponse d'adoption de la fréquence, a déjà été étudié en 1973 par le docteur Gerald Oster à l'école du Mont Sinai de New York. Donc vraiment, Idoser, il n'a absolument rien inventé au niveau technique, rien créé. Il s'est simplement servi des études au niveau des battements binauraux qui ont été réalisés, dans le but, en quelque sorte, de les détourner pour vraiment droguer les nouvelles générations. Donc cette troisième onde, qui va être créée par le cerveau, elle va être divisée en 5 catégories, selon sa fréquence et donc son effet sur le cerveau. Donc on va avoir dans un premier temps les ondes delta, qui sont situées entre 0,4 Hz et 4 Hz, et qui vont être celles du sommeil profond. On va avoir ensuite les ondes θ, qui vont être situées entre 4 Hz et 7 Hz, et qui elles vont être celles de la relaxation profonde. Ensuite on va avoir les ondes alpha, qui vont être situées entre 8 Hz et 14 Hz, et qui vont être celles de la relaxation légère. Ensuite, entre 15 Hz et 30 Hz, on va voir apparaître les ondes bêta, qui vont être celles d'une activité cérébrale courante. Et enfin, on va voir les ondes gamma, qui vont être situées entre 30 Hz et 35 Hz, et qui, elles, vont caractériser un état d'euphorie, d'excitation chez l'individu. Et ces différentes ondes cérébrales, elles peuvent être observées grâce à, par exemple, un électroencéphalogramme. Donc quand on observe l'électroencéphalogramme d'une personne qui, par exemple, est stressée, on va voir que un des hémisphères du cerveau va beaucoup plus travailler que l'autre. Et on va voir que l'autre hémisphère va présenter une abondance en ondes bêta qui vont caractériser une activité cérébrale courante. Et sur ce même sujet, qui aura écouté une dose de Idoser, donc qui normalement serait relaxé, et on va remarquer que les hémisphères vont être synchronisés et vont donc émettre une seule et même onde, qui généralement est l'onde alpha, qui caractérise la relaxation légère. On peut également observer ces changements en mettant en relation les graphiques des ondes cérébrales émises par le cerveau. Donc par exemple, sur le graphique de l'individu qui sera stressé, la représentation de son onde cérébrale va être beaucoup plus aléatoire, alors que l'individu qui aura écouté une dose Idoser, le même individu qui aura écouté une dose Idoser, va avoir une courbe cérébrale qui va être beaucoup plus lisse. Donc grâce à l'étude de ces ondes cérébrales, on peut vraiment confirmer que Idoser a des influences sur le cerveau et des effets sur le cerveau, et que ça pourrait devenir une nouvelle drogue.
Donc c'est la fréquence très faible de cette troisième onde qui est créée par le cerveau qui va être responsable des conditions nécessaires à l'écoute des drogues de e-doseurs pour en ressentir les effets. Donc pour écouter ces doses, il est conseillé de se mettre dans le noir, allongé, avec un casque sur les oreilles pour mieux ressentir la différence de fréquence entre les deux ondes, et un bandeau sur les yeux. Donc cette atmosphère nous permet de nous mettre dans une relaxation extrême qui va nous permettre d'entendre cette troisième onde qui est générée par le cerveau, qui a une fréquence vraiment trop faible pour qu'un cerveau d'une activité courante puisse l'entendre. Donc c'est également pour ça qu'au début de chaque dose, un morceau, on va l'appeler morceau, est consacré à la relaxation du sujet pour que vraiment il puisse entendre cette troisième onde qui est porteuse des effets de la dose de e-doseur. On peut aussi se demander, après l'écoute d'une dose e-doseur, comment le cerveau peut retrouver une activité normale. Alors il y a une dose qui est consacrée à ça, qui s'appelle la dose reset, et qui permet d'accélérer en quelque sorte la remise en forme du cerveau, puisqu'elle va permettre au cerveau de retrouver une activité courante, et donc notamment dans une génération d'ondes bêta. Donc cette dose, elle est utilisée à la fin d'une dose pour en supprimer généralement les effets secondaires, mais elle peut aussi être utilisée entre deux doses, dans le but d'amplifier les effets de la seconde dose. Parce que si l'individu a une activité cérébrale importante, il va plus ressentir une perturbation quand la dose de e-doseur va vouloir apaiser son cerveau que si son cerveau était déjà dans un état de relaxation extrême. Mais il faut aussi garder en tête que bien que les effets des doses de e-doseur soient prouvés grâce aux battements binauraux et aux ondes cérébrales, ces effets sont ressentis différemment selon les individus. Ils peuvent aller d'un simple mal de tête à un état de transe qui peut être généré par ces doses.